Alors j'ai la joie aujourd'hui d'être reçu par vous au musée donc, de Malagne, au site archéologique en tout cas de Malagne-Rochefort, et parce que vous avez beaucoup de choses de l'Antiquité romaine et particulièrement un valus, c'est-à-dire une moissonneuse gauloise dont je vais m'inspirer pour un prototype ultérieur et surtout qu'on va reconstituer à partir de ce que vous avez expérimenté. Comment ça s'est passé toute cette expérimentation? Alors je m'appelle Françoise, je suis Françoise Fontaine, je suis la directrice du site archéologique depuis une dizaine d'années. Donc le site de Malagne est un site majoritairement à vocation expérimentale du point de vue de l'archéologie. C'est aussi un site touristique, donc un site patrimonial et naturel, puisque nous nous dédions aussi à la valorisation de l'environnement, des jardins et des cultures. L'expérimentation du valus dont nous allons parler ensemble, évidemment, c'est une très longue histoire. Je vais d'abord céder la parole peut-être à ma collègue Florence, qui s'est beaucoup penchée sur la question. Oui, donc moi je suis Florence Gary, je suis la responsable scientifique et pédagogique du site. Donc j'ai commencé ici à travailler il y a aussi 13 ans maintenant, que nous sommes arrivés sur le domaine. Et j'ai travaillé d'abord beaucoup dans la médiation. Et puis maintenant ça fait 6 ans que j'occupe cette fonction de responsable scientifique qui me permet justement d'aborder beaucoup plus en profondeur les chantiers d'archéologie expérimentale, mais aussi voilà, de penser à tous les aspects des projets, la coordination, la conception, la pratique, la médiation. Donc voilà, vraiment avoir cette vision globale des projets, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, de pouvoir aussi les diffuser à travers des colloques, des journées d'études, les publications, des films. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités ici par rapport à ces projets et c'est vraiment très stimulant. Donc là on est donc dans les restes du chantier de fouilles des années 90, il me semble, avec donc les thermes ici parce que c'était une maison privée. C'est ça, tout à fait. Donc on a la particularité d'avoir vraiment une aile thermale entière qui a été ajoutée après la première phase de construction de la maison. Donc au IIe siècle ici, on a vraiment installé une salle de bain grand luxe avec toute une succession de pièces différentes qui étaient évidemment liées à l'emploi qu'on pouvait en faire, c'est-à-dire des salles froides, tièdes et chaudes. La grande pièce rectangulaire ici où on se trouve, ce sont les vestiaires. Donc on commençait par ici le parcours. Ensuite on pouvait passer dans la pièce à côté le tépidarium, la pièce tiède pour s'habituer à la chaleur. La pièce avec l'arrondi, les petits cailloux orange, c'était le soudatorium. Un peu l'esprit sauna où on allait transpirer. À l'arrière, on a les latrines. De l'autre côté, c'est le frigidarium, donc la zone froide, avec une première pièce et puis un bassin vraiment d'eau froide. Et dans cette zone-ci, le caldarium qui était équipé d'un système de chauffage par hypocauste, qu'on a reproduit ici sous forme de maquette. Donc un système vraiment sur toute la pièce. Et dans l'alcôve qui est là-bas se trouvait la baignoire. Et une baignoire privée, ce qui veut dire que c'était une grande villa. C'était quand même une très grande villa et en tout cas on avait ici un bâtiment vraiment très spacieux et qui pouvait accueillir évidemment beaucoup de monde. On reste dans des termes privés, donc c'était vraiment a priori à destination de la famille, des invités, de la famille au sens large, des visiteurs qui venaient ici passer du temps dans la villa. Ok, et on a une idée de la superficie de ce qu'on appelle le latifundia, c'est-à-dire toute la propriété? C'est assez compliqué à déterminer. Un de mes prédécesseurs s'est essayé à l'exercice et il a estimé qu'il y aurait 50 à 60 hectares quand même de propriété de par le relief et les différents éléments naturels qu'on pouvait rencontrer, mais sans certitude. Un petit mot d'explication par rapport au site où on se trouve. Nous sommes dans ce qu'on appelle une villa gallo-romaine. Donc c'est vraiment la villa de Malagne avec deux parties, une partie résidentielle et une partie agricole. Et donc c'est cette partie agricole dont on va parler par rapport au valus. On a retrouvé des corps de différentes annexes, dont particulièrement des annexes agricoles qui nous laissent deviner qu'il s'agissait vraiment enfin, vous l'avez dit, d'une exploitation agricole avec probablement des cultures. Alors il y a toute une série de choses dont on ne sait pas exactement. Nous avons reconstitué ce que pouvait éventuellement être un modèle de villa, mais en réduction, parce que c'était peut-être une villa qui faisait 50 hectares, peut-être 100 hectares. On n'en a retrouvé que vraiment quelques vestiges. Et il y avait probablement aussi toute une vie autour avec des paysans, des esclaves. Pourquoi le valus? D'abord, le valus, c'est vraiment une machine emblématique
qui a fasciné donc les chercheurs de l'Université de Bruxelles. Le site de Malagne n'existe que depuis 25 ans, plus ou moins. Je veux dire, le site exploité d'une manière touristique et patrimoniale. Il a été décidé donc de le rendre accessible au grand public dans les années, il y a 25 ans, 26 ans maintenant. Bientôt, on va bientôt sur nos 30 ans. N'ayant plus de fouilles archéologiques à entreprendre, enfin il y en aurait certainement, mais ce n'est plus le rôle, disons, de Malagne, de l'ASBL. Notre ancien directeur, qui est à la pension actuellement, donc a pris contact avec un professeur de l'Université libre de Bruxelles, Georges Rapsat. Il faut le souligner parce que c'est vraiment lui le père, je dirais, de cette expérimentation. Et il a travaillé pendant certainement une dizaine d'années avant que nous reprenions la main à sa suite. Donc le début de l'expérimentation, je crois que ça a été une aventure compliquée que vous allez peut-être reprendre, c'est-à-dire que ça a été un travail d'abord de recherche archéologique, documentaire également, puisque le Valus n'est cité que dans 2 sources écrites, donc c'est quand même pas énorme. On a retrouvé des artefacts. C'était vraiment une expérimentation à peu près de zéro. Donc il y a eu 2 enjeux. Il y a eu là le travail de reconstitution de la machine comme telle, qui était une chose, qui avait déjà été fait dans des années d'ailleurs avant et ailleurs, en France ou ailleurs. Et puis il y avait la grande avancée que nous avons fait ici sur le site de Malagne, c'est le travail du Jouguet. Donc c'est ces 2 parties, je dirais, indissociables pour arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui, mais qui sont très très importantes pour comprendre le mécanisme et pour comprendre le mode de propulsion en fait, qui est quelque chose d'assez particulier. Je vais peut-être te laisser continuer sur la lancée. Ici, on est dans Epona, donc c'est le bâtiment agricole par excellence. Et on est à l'emplacement du bâtiment antique. Et les fondations sont visibles. Donc les pierres qui sont là sont les restes du bâtiment. Donc on a choisi de faire le bâtiment plus grand. Ici, on présente les machines agricoles, vraiment à partir du travail du sol, avec l'arère qui a été utilisé pour labourer. Donc la charrue est plus tardive. Donc on a vraiment la pointe en métal. Donc le soc ici, qui va pouvoir prendre la terre pour faire des sillons, pour pouvoir préparer le semis. Puis on va semer évidemment dans ce l'épeautre. On peut ensuite passer la herse qui est là. Donc là on se rend compte vraiment de l'outil pour cacher les céréales. Et puis une fois que les céréales ont poussé, là on va pouvoir moissonner. Donc ici on explique aux enfants et aux visiteurs évidemment les sources qui sont disponibles, notamment les bas-reliefs. Donc celui de Buzenol, donc c'est la partie avant de la machine qui est ici, et la partie arrière sur le bas-relief qui est conservé au musée archéologique d'Arlon. Les 2 donnent quand même une bonne vision complète de la machine, mais sans le système d'attelage. Donc ça évidemment c'était un point de la recherche important. Comment est-ce que l'âne est attelé à la machine? Forcément, c'est une question essentielle. Donc en fait, c'est plutôt une tractopropulsion. Déjà, ça c'est déjà compliqué oui. à comprendre, parce qu'en fait, effectivement, on va dire le premier mouvement est plutôt une traction, puisque l'animal est entre les brancards et les traits, donc les cordes qui relient le jouguet à l'animal sont vers l'arrière. Donc on a vraiment un premier mouvement de traction, mais par l'action du jouguet, il y a aussi une force qui se répond, qui est la propulsion. Donc on pourrait dire que c'est un peu un échange, un mélange des deux forces, des deux forces qui se répondent. Mais c'est vraiment d'abord une traction, parce que souvent c'est vraiment une question qui interpelle souvent les enfants qui viennent voir le Valus. Ils disent « Ah mais l'animal il pousse ». Oui mais bon, non, il tire plus qu'il ne pousse, même s'il pousse un peu quand même, mais d'abord il tire et puis voilà. Donc c'est un point assez compliqué à faire passer en médiation, mais on est bien sur une tractopropulsion. D'ailleurs, pour essayer de comprendre le mouvement, on imagine qu'on tire une brouette, parce que c'est un petit peu le même mouvement, sauf que la brouette, elle est devant. C'est un petit peu compliqué d'expliquer toutes les étapes, dans la mesure où ni Florence ni moi-même n'étions là, oui. Puisque ça a été donc, toute la phase de conception de la machine, de la taille, du dessin, de pourquoi les dents, tel écartement, etc., a été fait il y a déjà très très longtemps. Et c'est pas un modèle figé, je pense. Je pense que non, il y a énormément de déclinaisons, ce qu'on a pu voir.
Et c'est ça justement qui est intéressant en fonction des terrains. Et c'est sur ce sur quoi je veux m'appuyer pour non seulement la reconstituer donc à l'échelle 1 classiquement, mais surtout partir de ce que vous avez fait pour faire un prototype contemporain, mais ça sera, je vais l'expliquer ultérieurement. Mais d'abord, je vais plutôt vous écouter sur toute cette expérimentation. Depuis que Florence et moi sommes là, puisque nous sommes arrivés plus ou moins en même temps, comme on le disait, on s'est surtout... on a travaillé sur déjà sur un certain nombre d'acquis qui étaient vraiment des bonnes bases. Il faut dire aussi, je parlais tout à l'heure du jouguet, ce qui est très important, c'est que donc c'est un jouguet à une tête qu'on a choisi d'utiliser avec un âne comme animal propulseur. Maintenant, sur les bas-reliefs, ça aurait pu être aussi, enfin on l'a vu aussi, ça peut être aussi un bœuf ou une mule. Ça évidemment, je crois qu'on peut le décliner aussi de diverses manières. Maintenant, ce jouguet en particulier est la réplique exacte d'un morceau de jouet qu'on a retrouvé dans un puits à Pforzheim, donc en Allemagne. Mais le jouguet n'est pas forcément fait à dimension de l'âne. Donc c'est un élément qu'on a constaté dans la mesure où notre âne précédent, parce qu'il y a l'élément vivant aussi, c'est très important en fait, il y a plein de critères, on travaille avec le vivant, c'est ça qui est compliqué. Donc il y a plein de critères qui font qu'on doit tenir compte pour que l'expérimentation soit réussie. Donc c'est pas toujours évident d'avoir les conditions identiques. Notre âne Marius, qui était l'âne avec qui on a démarré l'expérience, est décédé et donc on a dû aussi attendre un certain temps. On a accueilli Capucine, qui était encore un bébé, donc il a fallu attendre aussi qu'elle atteigne sa maturité et sa force, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi avec un animal tant qu'il n'a pas pris l'ampleur et la musculature voulue. Mais il se fait que Capucine est plus étroite que Marius, c'est pas le même. Et vous avez refait le jouguet? Donc on n'a pas refait le jouguet parce que ça demande aussi. On a déjà beaucoup parlé. Oui, ce serait peut-être une option. Il devait sans doute mettre quelque chose en dessous. Adapter. Donc on chipote beaucoup. C'est vrai que c'est une des difficultés que nous avons, c'est ça chipote beaucoup, manière de l'attacher, etc. Et pourtant, en lui-même, au niveau de la technologie, c'est surtout le professeur Rapsat, dont j'ai déjà parlé, qui a étudié aussi tous les modes d'harnachement et aussi en ethno-archéologie, donc comment on fait ailleurs avec des bœufs, sur les cornes, voir ce qui est le plus efficace possible. C'est un point sur lequel on a encore à travailler, je pense. Donc c'est quelque chose. Maintenant, je pense que l'expérimentation que vous allez faire n'est peut-être pas tellement sur le jouguet, mais c'est pour vous dire qu'en 10 ans, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. On a aussi travaillé, et on aimerait continuer à le travailler d'ailleurs, sur les forces de traction, sur comment mesurer la traction idéale, la force de traction. Et là, évidemment, il y a toute la partie qui concerne le type de terrain auquel on a, parce que bon, parfois c'est dur, la densité des céréales, la taille, la hauteur. Donc je dirais qu'il y a encore des belles années d'expérimentation finalement. Et alors à propos de céréales, justement, ce que j'en ai lu justement dans ce qu'il a produit justement sur Rapsat sur le Valus, c'est que c'était une machine qui était particulièrement destinée en fonction des cultures du Nord justement à l'épeautre. Et moi, j'étais parti naturellement en me disant c'est du blé, et en fait non, c'est de l'épeautre, et j'ai découvert que justement l'épeautre en tant que céréale avait une tige qui était beaucoup plus flexible, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne cassait pas comme celle du blé, c'est-à-dire qu'elle pouvait revenir, qu'on pouvait faire un deuxième passage, et que ce qui vous permettait d'avoir, ce que j'en ai lu, 75 à 90% de récolte dans les meilleurs cas. Donc effectivement, il y a ce trait très particulier de cette région en tout cas, qui est dédié à l'épeautre. Et je pense que vous avez fait justement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le semis. Vous avez travaillé justement avec l'épeautre, qui est vraiment une céréale très particulière. Et comment ça se passe justement, ce qui nous intéresse beaucoup, la récolte en elle-même? Plus de 20 ans que Jean-Luc, notre agronome, un agronome, travaille sur nos céréales et il essaye désespérément de les multiplier pour avoir un champ suffisamment large pour pouvoir moissonner au Valus, évidemment, ce serait l'idéal. Maintenant, c'est très compliqué parce que l'épeautre ancien est assez fragile dans le sens où c'est une céréale qui est assez haute. Dès qu'il y a un coup de vent, ça verse assez facilement. Et dès que ça touche le sol, les épis vont germer, les grains vont germer tout de suite, donc on ne peut pas les récupérer. Donc c'est assez difficile. Il y a des années ça fonctionne bien, puis on va en mettre plus, et puis on va en perdre. Et donc c'est toujours un aléa, suivant
différentes récoltes. Donc on n'arrive pas encore aujourd'hui à avoir une quantité suffisante pour semer une parcelle assez grande. Donc on est obligé d'utiliser une variété moderne d'épeautre qui évidemment se rapproche le plus de ce qu'on peut trouver à l'époque, mais qui est voilà, quand même une semence moderne et qui n'a pas les mêmes caractéristiques que l'épeautre ancien, puisque par exemple l'épeautre ancien a des barbes, ce qui permettait de le protéger par exemple des attaques des oiseaux, alors que l'épeautre moderne n'en a pas. Donc il y a déjà des différences. Et puis le temps de semis est différent aussi. Donc l'épeautre ici moderne, on le sème toujours en automne. L'épeautre ancien, on peut le semer ou à l'automne ou au printemps. Donc il y a quand même des différences assez importantes entre les deux. Oui. Alors la spécificité de l'épeautre, c'est que le rachis est cassant. Donc la base, en fait, il faut imaginer donc la tige et vraiment l'épi. Et là où tout se joue, c'est vraiment à la base de l'épi. Et le peigne du valus, quand il vient frapper les céréales qui sont à maturité, c'est simplement avec le mouvement et on va dire le choc de la frappe que l'épi se décroche tout seul. Donc il n'y a pas vraiment un système de coupe. Souvent on me dit ah oui mais ça coupe ou ça cisaille. C'est vrai qu'il y a des modèles parfois où on peut avoir un système mécanique de lame, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ici on a vraiment des pointes en bois et ce qui est intéressant c'est que souvent les gens pensent aussi que c'est à la pointe que ça se passe. En fait, la pointe, elle sert de guide et c'est entre les dents, c'est l'espace entre les dents là où ça va se jouer, puisque les céréales sont guidées et avec le choc, on a vraiment l'épi qui se décroche. Qui tombe dans les caisses. Alors, il tombe vraiment, on va dire, sur le plateau. Oui. Et pour être sûr, premièrement, de ne pas avoir un engorgement et qu'il ne tombe pas du mauvais côté, ce serait quand même vraiment dommage. On a un compulsor, donc on a une deuxième personne qui intervient dans la manœuvre et qui va avec une espèce de râteau qui va aider à désengorger, qui va pousser les épis dans le bac. On a vraiment une caisse de récupération qui est finalement le valus, puisque le valus, d'abord c'est la boîte, c'est la caisse, avant d'être le nom de la machine. Et voilà, donc on a vraiment cette spécificité-là qui fait que c'est pas simple, parce que si la maturité n'est pas bonne, si l'épi n'a pas la bonne maturité, ça marche pas. Donc souvent on fait par essai-erreur, on essaye fin du mois d'août, on commence, puis ça se décroche pas, c'est pas assez mûr, c'est pas assez ceci, c'est ça, on recommence, on essaye, voilà. Donc ça demande des essais, des erreurs et des adaptations par rapport vraiment à ce point de maturité et aussi d'humidité. Parce que si on fait trop tôt, c'est pas bien dans la journée, donc il faut que la rosée en fait ait eu le temps de s'évaporer, il faut que ce soit sec, il faut qu'il fasse beau, enfin bref, voilà. L'épeautre, la céréale, c'est principalement de l'épeautre. On a essayé avec d'autres céréales, mais c'est l'épeautre qui marche le mieux parce que l'épi se décroche très bien de la paille. Elle est cassante si vous voulez. Mais alors il faut attendre un stade très avancé. Il faut que la céréale, l'épeautre, soit très mûre. Mais le risque, c'est qu'il pleuve ou qu'il y ait des orages et qu'il y ait de l'averse. Alors voilà, c'est fichu, quoi. Et on a... Si ça ne casse pas, vous arrachez. Si c'est pas mûr assez, cassant, ça s'arrache, ça se casse pas, ça marche pas bien. Et alors ça bourre dans les... entre les dents. Je vais pas dire la table de coupe, oui, entre les dents, voilà. Et vous avez essayé avec le blé? On a déjà essayé, mais ça marche pas bien parce que c'est pas suffisamment cassant. Il n'y a que l'épeautre qui... Je sais pas pourquoi. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer? Parce que moi, à partir de ça, justement, on va élaborer un prototype contemporain. Comment est-ce que je pourrais améliorer la chose pour que ça s'adapte au blé? Peut-être attendre davantage qu'il soit vraiment mûr ou trouver une variété qui s'adapterait, parce qu'il y a différentes variétés, et sûrement qu'il y en a une qui s'adapterait bien à ce genre de machine, je ne sais pas, je pense à ça, et attendre qu'il soit, parce que nous autres, l'épeautre, elle est quasi noire, tellement elle a subi des intempéries, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, des orages. C'est vrai, Madame Fontaine, elle est quasi noire. Hein, autrement, elle doit être blonde normalement. Quand les agriculteurs d'aujourd'hui, quand ils moissonnent leurs céréales, l'épi est blond, doré, mais pas noir. Mais nous, si on essaye à ce moment-là, ça se décroche pas. Ça se décroche pas, parce que c'est pas mûr assez. Ok. Et quand vous récupérez dans la boîte, enfin dans la caisse, je suppose qu'il y a encore plein de choses à tamiser, enfin à dégager, ou pas? Ça dépend de la propreté de votre champ, de la propreté de l'épeautre. Là, on a dû abandonner malheureusement notre ancienne parcelle parce que nous n'arrivions plus à avoir une céréale propre. Il y avait trop
de mauvaises herbes. Voilà. Donc ça sous-entend qu'avant, il faut vachement traiter, enfin s'occuper du champ. Oui, alors nous autres ici, vu qu'on n'utilise aucun produit, etc., on a décidé de changer d'endroit. C'est pour ça que je viens de retourner une vieille sorte prairie. De jachère. Ça, c'est l'idéal. Retourner une vieille prairie, c'est le pied pour les pauvres. Parce que la prairie, elle va libérer toutes sortes de... Comment je dire, elle est de nourriture qui favorisera la croissance et le développement de les pauvres. Okay. Aussi bien l'azote, la potasse, etc. Ça, c'est idéal, une vieille prairie. Le risque, c'est le taupin. C'est le seul risque. Le taupin, c'est un ver, une larve qui pourrait manger les racines. Après autant d'années, voilà. On a une idée du laps de temps pendant lequel on peut moissonner. 15 jours, max? Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est ce que vous avez lu à droite à gauche? Oui, je dirais à peu près... Oui, je dirais ça. Ça dépend évidemment de la météo. Ça. Oui. Ouais, il peut y avoir des... Mais c'est quand même un temps assez court. Mais en fait, l'épeautre est résistant quand même et il tient longtemps dans le temps. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire une moisson début septembre, c'est possible. Donc il ne va pas s'altérer trop vite. Même octobre, on l'a déjà fait en octobre. Mais voilà, ce qu'il faut se méfier alors, c'est les orages, parce qu'elle peut verser évidemment. Et là, si c'est vraiment à plat, elle va lui se... Alors justement, à propos de à plat, ce que j'ai lu effectivement dans, on va dire sa thèse, hein, parce que c'est presque ça, c'est que sur des grandes latifundias, c'est-à-dire des grandes exploitations, ils récupéraient donc l'épi, c'est-à-dire les grains, etc., et ils laissaient, justement, on va appeler ça les chaumes, enfin la paille, quoi, ils la laissaient sur pied, et au gré des cochons, des gens qui veulent récupérer, etc. Et ce qui, moi, me marque beaucoup, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde récupère la paille parce qu'il faut nourrir les bêtes, voire on en importe parce que c'est complexe aujourd'hui. Et je me dis, dans le prototype qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait aussi avoir un système de fauche pour qu'à la rigueur, ce soit récupéré après, parce que retravailler à la serpe ou c'est faire à deux la fois faux, le travail, entre guillemets. Je veux dire, on est en 2024, même si ça. on veut une mécanisation simple, à un moment, c'est quand même du travail qui est rude. On l'a expérimenté, on sait que c'est du travail et il faut un geste bien précis. On a un agriculteur ici que vous avez vu, que vous avez rencontré faisant le semis. Il a encore toute cette connaissance des gestes anciens, et notamment le travail à la faux. C'est très... Ça a l'air de rien, mais c'est assez technique. Si on veut avoir un souci d'efficacité, de rentabilité au niveau rendement et temps, s'il y a une autre possibilité, c'est pas plus mal. Et quand vous avez reconstitué la machine, ça s'est passé comment? Parce que je suppose que là aussi, pareil, qu'il y a eu ces erreurs non-stop, parce que pareil, ça fait des années aussi que je mène ça, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche, il y en a deux qui ne marchent plus. Donc ça a dû être pas forcément facile les premiers temps, d'où l'expérimentation des dents aussi en métal sur lesquelles vous êtes revenu après. Alors, la reconstitution de la machine, c'est vraiment, en fait, finalement, c'est la toute première étape. Donc c'est ce qui a été fait à partir dans les années 99-2000, vraiment au moment où on s'est dit, tiens, vraiment, la nécessité d'une expérimentation, elle est vraiment très marquée. Et puis la présence de maladies. En fait, tous les feux étaient au vert pour pouvoir justement mener à bien ce projet. Et voilà, donc déjà refaire la machine en soi, ça a été toute une aventure puisque, on l'a dit, les sources elles sont quand même assez minimes. Il y a les deux textes, donc il y a Pline et Palladius. Il y a les 5 bas-reliefs visuels qui sont à notre disposition. Donc il y a eu des choix qui ont été opérés puisque c'est déjà assez clair que la machine de Pline et la machine de Palladius ne sont pas les mêmes. C'est certain. Donc on a un modèle plutôt léger, on a un modèle plutôt lourd avec un bœuf. Sur les bas-reliefs, on voit bien que c'est pas un bœuf, c'est plutôt un équidé ou un assinien. Donc voilà, on a dû faire des choix. Et on a fait un compromis en disant on va faire une voiture, une machine assez légère, même si elle est lourde, mais assez légère, donc pas pour un bœuf, donc un modèle plutôt plus petit. Et principalement basé sur le bas-relief de Busnol, où là on a quand même une vision assez précise, de la partie avant en tout cas de la machine. Donc ça a été vraiment les sources d'inspiration avec les expérimentations antérieures et notamment celle de Dampierre dans les années 60 où là on avait déjà quand même fait des essais et des erreurs. Donc on a en fait combiné toutes ces sources antiques et modernes pour essayer de ne pas partir de zéro et voilà. Après il y a eu des difficultés, on le sait bien. Et une des principales, ça a été d'évaluer l'espace entre les dents. C'est ça. Parce qu'évidemment, trop large, il y a tout qui fout le camp. Trop serré, c'est un bourrage tout de suite. Donc, trouver le juste milieu, ça, c'est un des points, évidemment, les plus compliqués.
pour voilà, que forcément le principe puisse avoir lieu, comme je l'expliquais, ce décrochement des épis, que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Voilà, donc là, il y a eu beaucoup de tests par rapport. Et vous arrivez à 13 dents, c'est ça actuellement? Il y en a 13, oui, et alors elles sont biseautées vers le bas, donc elles sont pointues, mais en bas elles sont biseautées, ce qui permet vraiment de guider. En fait, c'est vraiment le rôle de guide jusque l'interdent, comme ça, où là, c'est là où ça se joue. On a ces dents-là, et je sais que vous m'aviez dit qu'il y avait une expérimentation qui avait été faite en métal, sur des dents en métal, voire des dents recourbées, qui n'a pas été poursuivie, parce que je suppose pas pratique, cher, enfin c'était ça, il y a plusieurs raisons, je pense. C'est ça. Donc là, en 2019, on a fait un projet de dents métalliques. Donc, ce projet, un peu, on peut dire, une expérimentation dans l'expérimentation, c'est lié à une découverte archéologique. Donc, en 2013, ils ont trouvé à Warcq, du côté Charleville-Mézières, 12 dents métalliques ensemble, dans un bâtiment agricole romain. Ils se sont dit, tiens, c'est dans un contexte agricole, c'est d'époque, pourquoi pas des dents de moissonneuses. Ok. Nous, on adore expérimenter, donc ils nous ont dit hey, tiens, vous avez un valus, et nous, on a des dents. Ah ben voilà, si on essayait. Ok. Donc on a essayé, mais bon, déjà, refaire les dents à l'identique, en ayant le souci de faire quand même avec les époques, etc. Bon, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, soit. Après, on a fait un montage, donc on a choisi, on avait envie de garder nos dents en bois qui fonctionnaient bien, hein, forcément, on n'avait pas envie de les abîmer, donc on a complètement changé le peigne, on a démonté le peigne, on a refait des dents en bois avec un emmanchement, puisque en fait les dents métalliques elles ont des douilles, donc on se doute bien que c'est emmanché, donc hop, on a emmanché le nouveau peigne. Et pourquoi ces dents métalliques recourbées? Parce que là c'est plutôt une interprétation du texte de Palladius, où on dit qu'il y a des dents nombreuses recourbées, et voilà. Et alors là dans le latin, certains vont chercher une autre identification du latin en se disant que ces dents elles ne sont pas acrari, donc rares, espacées, elles sont acquieri, donc en acier. Bon, voilà. C'est une interprétation du texte que Georges Rapsat ne valide pas. Je suis d'accord parce que c'est très cher, beaucoup de travail pour un moment, c'est pas rentable. Soit, on s'est dit, ben voilà, on va faire l'expérience de terrain, il n'y a pas de souci. Donc on a testé et ben voilà, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas mieux. Alors pourquoi cette énergie dépensée à faire quelque chose en métal qui coûte cher, qui demande une extraction du minerai, bas fourneau, forge et tout le bazar, pour un résultat qui n'est pas... Voilà. Nous avons fait presque toute la chaîne en fait. Hein. Donc on a pris le temps aussi, on a mesuré. Il se fait que nous avions donc déjà un forgeron, enfin, je passe les détails, mais le poids aussi du matériel, parce que nous on a retrouvé, ce qui a été retrouvé en fouille, c'était déjà très oxydé, donc il a fallu imaginer un calcul plus ou moins approximatif de se dire bah, ça devait avoir telle masse, donc c'est vrai que ça devenait très très lourd. Franchement, tout le monde se disait bon, c'était chouette de le faire, mais voilà. On avait déjà. Voilà, c'est le genre de projet qui a. D'abord, c'est intéressant parce que ça permet d'invalider peut-être une hypothèse, ça c'est pas inintéressant. On peut pas dire que c'est un échec, on se dit bah voilà, c'est pas beaucoup de sens. On n'a toujours pas trouvé d'ailleurs une utilité possible pour ces fameuses dents en attendant, mais c'est probablement pas celle-là. Et puis ça a aussi l'intérêt de réunir des acteurs autour d'un même projet. Et ça, c'est vraiment très, très... Ça fait partie aussi de notre, notre rôle, je dirais, de partage de connaissances. Bah, c'est pour ça qu'on est en train de faire. Voilà. C'est exactement ça. Et je trouve ça formidable. Moi, je pose mes questions et après, je présenterai là où on en est. Le choix des roues de petit diamètre. Alors, je sais qu'il y a plusieurs versions, hein, il y a plusieurs déclinaisons de cette machine-là, mais vous avez pris des roues, donc des roues en bois type roue gauloise, en petit diamètre. Et ça m'a posé question jusqu'à ce que, effectivement, vous me disiez que il fallait s'adapter à la hauteur qui était variable de l'épeautre, c'est-à-dire vous pouvez aller de 70 cm à 1,15 m, c'est-à-dire que waouh, il faut avoir une capacité de gestion de l'épi là-dedans, c'est-à-dire avec les grands bras, les brancards justement pour gérer la hauteur. Et je me suis dit effectivement petit trou, peut-être plus de maniabilité et plus bas, la caisse étant plus basse. La première machine, les roues étaient plus grandes. C'était pas le même train de roue. Et c'était trop, ça n'allait pas. Et voilà, donc il y a eu une adaptation aussi, il y a eu une modification par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on garde à l'idée qu'il y avait peut-être soit un changement de train de roue possible à l'époque, ou un ajustement, un système d'ajustement de la hauteur, parce qu'ils devaient forcément être confrontés exactement au même problème que nous. Ou voilà, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, on n'a pas les mêmes résultats.
puisqu'on est en bio, enfin voilà, on est vraiment dans les mêmes Oui, je crois que considérations. le choix de la roue, c'est un peu un choix moyen, je dirais. C'est un petit peu une moyenne. Après, justement, c'est intéressant peut-être de voir comment l'épeautre pousse dans telle et telle région. Parce que nous, on a les cotes que nous avons enregistrées. Maintenant, dans un endroit plus sec, peut-être que systématiquement, l'épeautre est plus bas ou c'est peut-être l'épeautre. Nous, on utilise de l'épeautre moderne ici. Oui, mais nous aussi, on fera ça à un moment Voilà. parce qu'on ne va pas non plus travailler avec des choses qui sont trop anciennes parce que le but, c'est pour ce prototype qu'on va créer, c'est de s'adapter aux céréales qu'on a aujourd'hui et faire la continuité, clairement. Comment ça s'est déroulé la moisson, c'est-à-dire vos expérimentations de moisson de manière concrète, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? C'est surtout ça qui est intéressant. Depuis le début ou dans les dernières années? Là, parce que... Oui. Récemment. Disons qu'il y a plusieurs types de problèmes. Là encore, c'est... Bon, la météo est évidemment quelque chose de propre à la moisson, à toute moisson, quelle que soit la céréale dont on parle. Donc selon l'année, ce sont l'épeautre, on le sème de préférence en octobre. Donc déjà, si on a un mois d'octobre, octobre-novembre, qui n'est pas possible, qui est trop pluvieux ou qui ne permet pas le semage, quoi, en fait, c'est compliqué. Après, ce n'est arrivé qu'une seule fois cette année. Oui, mais ce n'est arrivé qu'une seule fois. J'allais dire, on aurait presque pu encore tester, on aurait pu avoir de l'épeautre. Dans une année normale, on aurait pu avoir l'épeautre actuellement. Donc ça, c'était une des problématiques. La pluviosité, l'ensoleillement, donc qui fait qu'on a une céréale plus ou moins haute, plus ou moins basse. Le sol, la densité aussi. Alors on a fait plusieurs expérimentations. On a fait plusieurs types de semences, à la volée, comme on a fait aujourd'hui. Avec le semoir. Avec le semoir. Donc ça aussi, la densité s'en ressent, et donc la facilité de la machine à passer. Et il vaut mieux semer plus large, enfin avec plus d'espace ou plus dense? En fait, ça revient quasiment au même à la volée ou au semoir parce qu'on a un herçage après. Donc, alors le herçage, qu'est-ce que c'est aussi? Parce que on va commencer. Donc la herse, c'est c'est un outil qui est tracté derrière un tracteur ou derrière des bovins, voilà. Où en fait c'est comme un système de dents et qui va servir en fait à repasser après le semis. Et l'objectif principal, c'est de recouvrir un peu les céréales, les semences, parce que sinon, tous les oiseaux qui passent, les poules, enfin tout ça, c'est grignoté et puis il n'y a plus rien qui pousse. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, même quand on fait à la volée, le fait du passage de la herse, en fait, ça a tendance à remettre un petit peu les graines en ligne, ce qu'on va avoir comme effet avec le semoir, où là, forcément, le semoir, on a des lignes qui sont bien... Mais on n'a pas vraiment de différence de moisson, enfin de résultats sur la moisson avec les deux techniques, déjà. Après, comme difficulté vraiment pour la moisson, c'est variable, comme on l'a dit, suivant les conditions. On a parfois des bourrages. Alors ça, c'est ma grande question. Donc, ça, c'est arrivé en 2019, par exemple. Là, la densité, ça avait poussé. On avait un champ super beau, mais trop dense. Donc là, il n'y a rien à faire, ça n'allait pas. Donc, à mon avis, nos dents étaient trop serrées. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté? Il y avait le problème des adventices, en fait. On a eu plein de crasses, si je puis dire. Des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes qui ont poussé. Donc on est évidemment en bio. On n'a pas de... Enfin, ça fait bizarre de dire on est en bio quand on parle... Mais c'est parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le temps. Donc, parce que ce n'était pas ça l'objectif, à vrai dire. C'était surtout de tester la machine. Là, depuis quelques années, donc on ne met aucun engrais d'aucune sorte. Donc on laisse un petit peu faire la nature. Si on peut composter... Mais pas de pesticides pour... aucun produit chimique. Et donc, comme on a des cultures, on a 3 cultures l'une à côté de l'autre, on fait une rotation des cultures. Parfois, si c'est pas bien nettoyé, on a des pousses d'autres végétations, du fourrage, ou on a une autre mauvaise herbe, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui a complètement rendu impossible. Enfin, cette année, c'était le cas d'ailleurs. C'était impossible. C'est une forêt vierge. Notre champ d'épeautre s'est transformé en forêt vierge. Et là, on a été un peu... Enfin voilà, c'était la première fois que c'est arrivé. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Oui, qu'il y en ait un petit peu, qu'il y ait quelques... Mais là, c'est carrément handicapant. On ne peut plus moissonner dans ces conditions.
Ok, donc ça c'est quelque chose effectivement que les agriculteurs, enfin, qui se lancent dans la permaculture ou en général, doivent tenir compte. Mais je pense que déjà ils le font naturellement, c'est-à-dire qu'ils anticipent toujours en amont dans les cultures que je vois. Enfin, ils évitent même, ils utilisent forcément des pesticides, mais même en bio, ils travaillent beaucoup avant pour éradiquer. Oui, ouais, c'est ça. C'est des limites. Mais On peut faire un double charriage, il y a des techniques pour Oui. limiter ça, tout à fait. Ouais, Et une autre difficulté, c'est la sécheresse qu'on a eue notamment en 2020. Ouais. Là, les céréales, elles étaient très 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 basses et en fait, on était trop haut, quoi. On ne prenait rien. Et si on incline trop le brancard pour aller les chercher, le problème c'est que le conducteur, il se retrouve comme ça. Et en fait, le jouet perd son efficacité parce que alors il n'y a même plus d'appui. Il y a des personnes qui tirent ou qui poussent. Oui. Ouais. Mais en fait, normalement, ils ont juste. Donc la personne qui est derrière a juste un rôle de guide. Donc il va pouvoir un petit peu ajuster la barre de coupe avec l'inclinaison. Mais voilà, et puis il va guider l'animal. Mais normalement, ça tient. Quand le jouet est bien mis, ça tient tout seul. Ouais. C'est vraiment un accompagnement léger, quoi. Mais là, s'il doit être comme ça à bout de bras pour aller chercher, ça c'est voilà. Ouais. D'où l'hypothèse que vous aviez sur le fait d'avoir peut-être des jeux de roues. Peut-être. De taille En tout cas, différente. pouvoir un minimum dans le Oui. de marche possible. Maintenant, au niveau archéologique, évidemment, on se demande aussi quelle est la pertinence, parce que c'est quand même un outil de luxe. Alors oui, ça permet de gagner du temps, et ça, les calculs ont été faits, mais c'est quand même un objet qui est déjà très très sophistiqué par rapport à la main-d'œuvre existante. Donc on s'interroge aussi si c'était pas une machine de prestige essentiellement, et qu'il n'y avait pas 10 Valus qui circulaient, parce que il faut s'imaginer évidemment pas des petits champs comme le nôtre. Donc, Oui, sur des grandes exploitations, d'avoir plusieurs machines qui tournent, parce que c'est pas très compliqué à faire en fait. Vu qu'ils maîtrisent très bien le bois, ça va très vite. Quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire au niveau technologique, je suis pas sûre que c'était si prestigieux que ça. Je sais pas. C'est une en question. tout cas, on en mais- parle finalement très peu. Enfin, Oui, c'est ça. je veux dire, et c'était quand même un outil qui était mis. Enfin, les bas-reliefs sur lesquels on les trouve sont quand même des bas-reliefs prestigieux. Donc, c'est quand même une machine qui méritait d'être sculptée sur un bas-relief. Moi, je sais pas là-dessus, mais je pense qu'elle a dû marquer, effectivement, marquer en tout cas les esprits pour qu'elle soit. Oui, c'est ça. C'était Précis, pas je sais pas, mais quelque chose de Est-ce que c'était technologiquement. parce qu'elle ouais. était un peu. Qu'est-ce que c'était élitiste que. Je sais pas. Ça, je suis pas sûre. Enfin, avec les poutres, on récupère donc L'épi. l'épi et la paille. Elle demeure là. Oui, donc En fait, il a brûlé, que j'ai entendu dire, c'est parce que ça, moi je parce n'ai que pas nous, on fait de l'a recherche. fauché, enfin, Il vous a l'avez déjà brûlé, fauché, là, où avec il a fauché. Mais alors je trouve ça un peu ridicule. Moi, c'est ça que moi personnellement, je vais le dire, je n'aime pas trop cette machine-là, parce que c'est beaucoup. La paille, elle est piétinée après. C'est Pour ça, refaucher, et- c'est pas évident. Et bien justement, c'est ça Tandis qu'on qu'un veut créer. bon faucheur, Mm. un bon faucheur à la faux ou une petite machine à faucher, elle va prendre tout d'une fois. Elle va prendre la paille et ça va à une vitesse. Vous liez là ensemble et vous le battez, parce que là, de toute façon, il faut encore battre après l'opération de... Vous comprenez? Il faut quand même, parce que vous n'avez que l'épi, mais il faut encore le battre. Il faut casser tous les grains. Donc, ça revient au même, qu'on le fauche à la faux ou à la rasette, comme on en a une là-bas qui est très ancienne, à traction animale, et qui marche encore à merveille, mais il faut quand même battre, que ça soit avec le valus ou au fauchage, il faut battre. Au fléau ou à la machine à battre. Ça, la machine à battre, oui, mais ça, c'est une étape qu'aujourd'hui on peut faire en mécanisation Oui, oui, assez oui, rapide oui. avec un Oui, petit moteur oui, ou un hein, truc oui. comme ça. Ça Oui, se oui. gère comme les anciens, Oui. ils avaient en Savoie ou ailleurs. Oui. Mais par contre, moi, le problème auquel je suis confronté et que je vais arriver à résoudre, c'est cette question de fauche, parce que je trouve que c'est du gâchis et que dans le prototype aussi. que je veux faire à partir de ça, je voudrais instaurer un système de fauche, soit par en dessous, au moment effectivement où on récupère l'épi, c'est-à-dire que tu as une lame faucheuse qui tourne, Oui. ou un système de croisement qui te coupe l'épi, enfin qui te coupe la paille, soit effectivement avoir une lame de biais, enfin sur le côté, qui pour quand tu fais la deuxième passe te permet de couper toute l'herbe, toute la paille sur le côté, mais je pense qu'il vaut mieux adapter un système global, Oh. c'est-à-dire un peu comme les moissonneuses, tu sais, quand tu as le système qui oblige le grain à venir, et ensuite plaque en dessous. Mais ça, c'est à tester. Mais ça, il y a déjà eu des machines comme Tout à ça. fait, au 19e. Oui, Ouais. vous avez pour commencer, allez, il fauchait à la faux aussi ou à la faux. Et puis les tout petits cultivateurs, ils sont équipés
d'une petite faucheuse comme nous avons là-bas, on peut aller la voir après si vous voulez. Elle fauchait aussi bien le foin que les céréales. Mais pour faucher les céréales, il fallait, on a tout l'équipement ici, il faut l'adapter. Il faut mettre un diviseur, il faut mettre un tablier, il faut mettre un deuxième siège, enfin il y a toute une pédale, il faut monter tout un système. Mais ça marche à merveille, elle vous fait toutes des belles gerbes. Après il faut lier à la main naturellement. Mais il y a eu aussi la faucheuse javeleuse. Elle faisait des javelles, elle avait des pales et elle mettait la gerbe ainsi sur le côté, mais il fallait encore lier à la main. Et puis est arrivée la faucheuse lieuse, avec les grandes pales, comme les moissonneuses d'aujourd'hui. Elle liait déjà, à la ficelle. Voilà. Mais après tout ça, il fallait encore battre quand même. Hein. Oui, c'était des faucheuses. C'est ça, parce que la batteuse, c'est pour moi une étape forcément une deuxième étape. Je ne peux pas la gérer sur une machine comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment moisson et fauche. Mais vous auriez une petite faucheuse comme la nôtre, équipée pour moissonner, ça serait ce qu'il vous faut. Elle faucherait, vous avez les pieds sur la paille seulement, il ne serait pas séparé de la paille. Bon bonjour, je m'appelle Jean-François Dejas, je suis un passionné d'archéologie. Je fais partie aussi d'une troupe gauloise, donc c'est un plaisir de travailler sur l'archéologie et entre autres avec le Valus, que je trouve ici présent. Ok, et quelles sont les problématiques auxquelles tu as été confronté avec justement le Valus et puis le côté animal ici présent? Le fait est déjà que le Valus avait déjà été travaillé avant que j'arrive, donc je n'ai repris que les choses qui étaient déjà en route. Donc il a fallu faire connaissance avec Capucine et qu'elle m'accepte, parce qu'un âne c'est pas un cheval, donc il doit comprendre ce qu'on veut d'elle, et puis une fois que ça fonctionne, que la confiance est là, on arrive quand même à travailler quand même pas mal. C'est quand même un petit exceptionnel. Ok, et la moisson, ça donne quoi en côté pratique? C'est quand même un certain poids. Que ce soit les longerons ou les roues, on va dire en tant que tel, ça reste un poids pour un petit âne comme celui-là. On aura un âne un peu plus grand, peut-être qu'on aura plus de puissance. Attention derrière, ne pas ramasser un coup de pied. Voilà. C'est surtout ça, le poids, sinon le ballast. Rouler dans le ballast, c'est ça, mais la moisson en tant que telle, ça fonctionne quand même pas mal. À condition qu'on l'adapte à la hauteur des moissons. Et est-ce que tu as besoin obligatoirement d'une tierce personne pour débourrer ou pour... Déjà pour pousser dedans. J'ai besoin de quelqu'un qui est en face, souvent c'est moi, parce qu'il faut courir devant. Il y a comme des pointes, donc ça demande aussi un certain recul, apprendre à reculer sans tomber, parce que l'âne ne s'arrêtera pas forcément. Donc ce n'est pas la meilleure place d'être devant. Et derrière, on a toujours Benoît qui est accompagné, qui tient le Valus. Donc vous êtes deux obligatoirement sur ces machines? Oui, ok. Minimum, oui. Et pour l'attelage aussi, toujours deux. Et le remplacement des pièces ou l'usure, comment ça se passe? Et ici, on n'a pas eu de problème d'usure parce qu'on n'utilise pas en tant que tel pour des moissons complètes, on fait que des tests. Donc on n'arrive pas au moyen d'usure et chaque entretien se fait l'hiver, de l'huile, le graissage des roues. Donc on n'a pas encore eu de casse jusque maintenant, à part quelques petites vis à gauche à droite. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se lancent dans cette reconstitution pour les points de vue techniques? L'alléger, travailler avec un animal, on va dire, bien dans sa tête. Et le terrain, ça donne quoi? Puisque vous avez ces variables selon les terrains, ça se gère comment? Mais ici, les terrains sont plats, donc on n'a pas de problème. Il faut juste comprendre qu'il faut pouvoir tourner avec le Valus à l'extérieur des lignes. Donc, comme je disais tantôt, travailler deux lignes une à côté de l'autre, c'est pas évident parce qu'on a besoin d'espace pour tourner. Donc, gérer la façon de tourner avec le Valus. Et la récupération des céréales, ça donne quoi? Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez un panier en dessous quand vous ouvrez la trappe? Voilà. On ouvre la trappe, on met un panier en dessous, on tire le grain dedans. Capucine se comporte bien, n'essaye pas de manger la récolte, donc tout se passe bien.